Allô, bonjour Carole. Félicitations. Ah, mais le quatrième, il est né il y a quelques mois, non? Ça va pas être facile, hein? Ah, on se rappelle. À bientôt alors. Tu as l'air préoccupée, Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais du souci pour mon amie Kozas. Elle attend son 5e enfant. Quand même. Mais est-ce que ton ami a déjà entendu parler de la planification familiale? Je crois que si, mais visiblement, elle ne l'applique pas. Et je pense qu'au Gabon, elle n'est pas la seule. Tu en penses quoi, Kozas? Oui, c'est pas tout le monde qui applique le planning familial. C'est peut-être un problème d'accès à l'information, savoir comment tout ça fonctionne. Voilà pourquoi je te propose de consacrer ce numéro à la planification familiale, pour éclairer nos téléspectateurs à ce sujet. Ça te dit? Ça marche. Au Gabon, faire des enfants est un signe de richesse. Mais faire des enfants de façon rapprochée implique certains risques pour les mamans comme pour les enfants. C'est pour cela que, depuis que la contraception a été autorisée au Gabon, c'est-à-dire un peu plus de 15 ans, on encourage les familles à appliquer le planning familial. Concrètement, il s'agit d'espacer les naissances et non de les limiter, car le Gabon a une faible croissance démographique. On est loin de la politique de l'enfant unique pratiquée par la Chine. Qui dit planification familiale dit sensibilisation de la population sur les méthodes de contraception qui ne sont pas toujours connues du plus grand nombre. D'un point de vue théorique, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de mettre en pratique le planning familial, les familles rencontrent certaines difficultés et nous en parlerons. Et ce qui est sûr, c'est que l'application du planning familial a un impact économique et social positif, tant sur la famille que sur l'ensemble de la société gabonaise. Kozas, je suis sur le point de partir pour l'Ambaréné où je vais participer à une campagne de sensibilisation à la planification familiale. Et c'est Madame Foto du mouvement gabonais du bien-être familial qui est à la tête de cette mission. Bonjour Madame Foto. Bonjour Gladys. Prête à partir? C'est parti. Alors Madame Foto, qu'est-ce qui va se passer ici? Une campagne de sensibilisation sur la planification familiale, plus précisément les différentes méthodes de contraception. Et quel est le rôle du MGBEF? Le mouvement gabonais pour le bien-être familial, en abrégé MGBEF, a pour principal rôle de promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive auprès des populations vulnérables. Est-ce qu'on peut aller essayer de voir s'il y a déjà du monde à l'intérieur? On peut y aller, c'est parti. Qui a déjà entendu parler de planification familiale? Ça me rappelle le mot planifier. Et dans la famille, à ce qu'on appelle l'organisation de la famille. Planification familiale dans le sens de planifier les naissances. Qui peut ajouter quelque chose à cette définition? Il n'y a pas de doigt. Donc, je vais essayer de répondre à la question que je viens de poser. Planification familiale, c'est la gestion des naissances en cours. Faire des enfants au moment voulu, avec les moyens nécessaires. Alors Madame Fosso, on comprend bien, il faut espacer le nombre de naissances. Mais il faut l'espacer de combien d'années? Et surtout pourquoi? On demande de le faire pendant minimum 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, pour permettre à l'utérus de se reposer, que la mère soit en bonne santé et que les enfants soient en bonne santé aussi et qu'elle ait le temps de s'occuper de l'enfant, de lui donner l'éducation, l'affection qu'il faut. Alors, quels sont les modes de contraception que vous proposez dans le cadre du planning familial? Pour les méthodes modernes, nous avons le préservatif féminin, le préservatif masculin, la pilule orale, contraceptif injectable, l'implant, les spermicides et le stérilet. Est-ce qu'il existe une différence entre l'application du planning familial en milieu rural et en milieu urbain? De plus en plus en milieu rural, les contraceptifs modernes sont moins utilisés. Certaines personnes sont restées encore dans les méthodes traditionnelles. Ce n'est pas qu'ils n'utilisent pas les méthodes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu les vieilles habitudes. Mais dis-moi, Kozas, si les gens en zone rurale utilisent moins les contraceptifs modernes, ça veut dire qu'il y a forcément un impact sur le taux de fécondité. C'est ça, non? Très juste, Gladys. En zone urbaine, le nombre d'enfants par femme est en moyenne de 4 contre 6 en zone rurale. D'ailleurs, voilà comment cela se répartit
à l'échelle nationale. C'est dans la province de l'Estuaire où les femmes ont le moins d'enfants, avec en moyenne 4 enfants par femme. Ensuite, viennent les provinces du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Lolo, de l'Ogooué-Maritime et du Wolontem, qui affichent en moyenne 5 enfants par femme. Et enfin, dans les provinces de l'Angounié et de l'Anyanga, il faut compter en moyenne 6 enfants par femme. Et dans l'Ogooué-Vindo, jusqu'à 7. Si le nombre d'enfants par femme varie d'une province à une autre, la grande majorité des femmes gabonaises accouchent en milieu hospitalier, ce qui a bien évidemment une influence sur le taux de mortalité maternelle. Celui-ci est relativement faible au Gabon, avec 316 décès pour 100 000 femmes concernées par la maternité. Un taux qui place le Gabon en bonne position, par comparaison au Congo, où le taux de mortalité maternelle atteint les 560 décès pour 100 000 femmes. Au Cameroun, on parle de 700 décès pour 100 000 femmes. Préserver la santé de la femme et de l'enfant est d'ailleurs l'objectif principal de la planification familiale. Mais le mieux, c'est encore d'aller voir comment la Croix-Rouge travaille sur le terrain. La planification familiale n'est plus un sujet tabou. Hommes et femmes, en union, en parlent de plus en plus librement. La Croix-Rouge contribue aussi à favoriser le dialogue dans les couples. Des volontaires organisent des opérations de sensibilisation sur le terrain lors de visites aux familles. Avec Grant, qui fait ton mari, vous pourrez discuter ensemble. Vous pouvez trouver la meilleure méthode qui vous convient. Hein. J'ai rencontré Prudence et sa famille, il y a 3 ans de cela. Au début, elle hésitait un peu et puis elle a vu les bienfaits de la planification familiale. J'ai commencé à prendre un contraceptif juste après l'accouchement de ma première fille. Il est toujours important et pour moi efficient de nos jours que le couple moderne s'inscrive dans l'éthique du planning familial et d'ailleurs même essayer de poursuivre la sensibilisation dans les milieux ruraux pour essayer de faire comprendre qu'au lieu d'avoir des enfants de manière inattendue, on peut essayer de les réguler à travers la sensibilisation. Prudence et Grant ont eu leur premier enfant lorsqu'ils étaient étudiants. Mais est-ce que le niveau d'études a un lien avec le nombre d'enfants qu'on a? Encore une bonne remarque, Gladys. En effet, la fécondité est déterminée par le niveau d'études. Les femmes n'ayant aucune instruction ont en moyenne 5 enfants. Celles avec un niveau d'études primaires en ont en moyenne 6. Dépasser ce niveau d'études, le nombre d'enfants par femme diminue. Ainsi, celles qui ont un niveau collège ont en moyenne 4 enfants et celles d'un niveau lycée 3. Mais ça ne s'arrête pas là. Le niveau d'études détermine aussi l'âge des premiers rapports sexuels qui est de 17 ans en moyenne. Les filles qui étudient ont des rapports plus tardifs que celles qui n'étudient pas. En revanche, les hommes instruits ont leur premier rapport plus tôt que ceux n'ayant aucune instruction. Car visiblement, ils savent mieux parler aux femmes. Ce qui est certain, c'est que les jeunes ont leur premier rapport sexuel de plus en plus tôt. Il suffit de retourner sur le banc de l'école pour s'en apercevoir. C'est pour cela que dans les collèges et lycées, l'éducation sexuelle est au programme. Les cours d'SVT, d'économie familiale ou d'enseignement ménager sont censés aborder ces sujets. Mais il n'est pas enseigné partout. Et tous les établissements COSAS n'ont pas la chance d'avoir des psychologues, comme ici au lycée national Léomba, qui interviennent dans les salles pour sensibiliser les jeunes. Bonjour à tous. Le cours va commencer. La sexualité, elle est précoce lorsqu'on est un élève et qu'on n'a pas encore les moyens de se prendre en charge. Que ça soit la toute première fois. Tout rapport sexuel non protégé est dangereux. Parce qu'il y en a qui tombent enceintes au premier rapport, il y en a qui chopent une IST ou le VIH-Sida au premier rapport. Souvent, les parents, particulièrement au Gabon, se rendent compte que sa fille ou son fils est déviergé quand il arrive un problème de grossesse. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Vous n'avez pas la possibilité de discuter avec les parents, mais à l'établissement, vous avez des services qu'on appelle les services spécialisés. Ceux qui sont actifs sexuellement, on saura quoi vous dire. Ceux qui ne sont pas encore actifs également, on saura aussi quoi vous dire.
Est-ce que souvent dans les conversations autour de la sexualité, il y a certains qui abordent les méthodes de contraception? Surtout les jeunes filles, en fait. D'accord. En ce qui me concerne, je parle énormément avec des jeunes filles et beaucoup, comme ils savent que je suis assez attachée à madame, vu du point de vue de conseil qu'elle me donne souvent, viennent parfois me voir. Et je dis, je ne suis pas la personne la mieux placée, du moment où moi je vois aussi la conseillère. Parce que chez les jeunes filles, elles ont des moyens, parfois je prends ça comme des moyens risqués en fait. D'autres vont vous prendre du cas de comment vous appelez, une Nescafé, mélangé avec de l'efferalgan pour éviter de tomber dans des grossesses par exemple. Ah oui. On se rend bien compte que les jeunes adolescents ont besoin d'informations sur une sexualité de plus en plus précoce. Mais malgré cela, ils ne sont pas toujours conscients de la portée de leurs actes. Bonjour Elma. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Allez, dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Aujourd'hui, tu es enceinte. Est-ce que tu as voulu de ce bébé-là? Non, c'est arrivé parce que quand j'avais fait des rapports, on avait utilisé le préservatif, mais après, ça s'était percé. Tu es enceinte aujourd'hui de combien de mois? 5 mois. Et quand tu as su que tu étais enceinte, est-ce que tu as voulu avorter? Oui, le jour que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai eu l'idée d'avorter. Mais après, je ne l'ai plus fait à cause des risques que ça pouvait me causer. Et Welma est loin d'être la seule dans ce cas. Pour reprendre les chiffres de 2012, plus d'un quart des adolescentes âgées de 15 à 19 ans étaient mères ou en passe de le devenir. À cet âge, le corps n'est pas encore formé pour recevoir un enfant, ce qui représente un risque sérieux pour la santé de la maman. D'ailleurs, dis-moi, est-ce qu'on t'a prévenu des risques de la grossesse? Concernant les grossesses, mes copines me disent souvent quand tu fais un enfant étant jeune, après ça peut te causer des problèmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? Je me retrouve avec une grossesse étant jeune et je ne travaille pas encore. Parce que non seulement j'aurais du mal à étudier et ce n'est pas tous les jours que les parents vont garder l'enfant. Depuis que je suis tombée enceinte, j'ai décidé de ne plus avoir les rapports, de prendre conscience à la vie et à l'école. Merci Welma. Tu vois, Kozas, cette grossesse non désirée et toutes les conséquences qui en découlent auraient pu être évitées grâce à la planification familiale. Qu'est-ce qui freine cette prise de conscience? On a vu que beaucoup d'actions sont menées par les psychologues, la Croix-Rouge, le MGBEF, pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes. Mais les messages transmis ont du mal à être entendus et ne sont pas toujours appliqués dans la pratique. Il n'y a qu'à voir certains chiffres très parlants. La contraception a été libéralisée au Gabon en 2000 avec pour objectif d'atteindre un taux de 30% d'accessibilité au planning familial dans les 10 ans à venir. Or, en 2012, un quart des femmes seulement avaient accès à la planification familiale. D'autre part, moins d'une femme sur 3 a trouvé la contraception qui lui convient. Et seuls 10% d'entre elles utilisent toujours la contraception traditionnelle, selon laquelle, par exemple, les rapports sexuels pendant l'allaitement ne font pas courir le risque d'une nouvelle grossesse. Or, ce genre de méthode est loin d'avoir prouvé son efficacité scientifique. Qui sait pourquoi la planification familiale est mal suivie aujourd'hui? Non, personne ne sait. Parce qu'il manque de contraceptifs. Leur distribution est insuffisante et mal ciblée auprès des populations. Sans compter toutes les idées reçues et tous les tabous qui planent autour des méthodes de contraception. Oui? Madame, vous êtes sûre que ce sont les seules explications? Dans Kozas, j'ai l'impression que Madame Gladys ne nous a pas donné toutes les informations. Tu as raison, jeune homme. Il faut prendre en compte le fait que le planning familial est parfois contraignant. Mais ce qui fait le plus défaut, c'est le manque d'informations. Si des campagnes contre le sida sont souvent menées, rares sont les programmes TV sur le planning familial. Ni la Croix-Rouge, ni le MGBF, ni la direction de la santé maternelle et infantile n'a de budget, ne serait-ce que pour réaliser un spot de communication. La planification familiale semble être la dernière roue de carrosse. Pourtant, lorsqu'elle est bien appliquée, les avantages sont nombreux pour la famille. Tiens d'ailleurs, Gladys, pourquoi tu ne rejoindras pas Prudence et sa famille pour qu'ils nous en parlent concrètement? Tu as raison, je suis sûre qu'ils ont des choses à me dire sur les avantages que cela leur a apportés.
Est-ce que le fait de ne pas avoir eu des naissances rapprochées a joué un rôle important pour vous? Lui et moi, on s'est connus en deuxième année. Et en deuxième année, si on se mettait à faire des enfants de manière désordonnée, je ne pouvais plus continuer à faire des études. Je devais arrêter pour chercher un petit boulot pour subvenir aux besoins des enfants. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'espacer les naissances. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille de père et de gosses. Donc il était difficile, à mon papa cultivateur d'ailleurs, de nous donner le maximum possible. Mais aujourd'hui, moi, je n'aimerais pas que mes enfants puissent vivre le même moment que moi. Mais la planification ne peut se faire que si déjà vous arrivez à planifier au sein de votre couple. Alors, Kozas, en plus des avantages pour la famille, si tout le monde applique la planification familiale, eh ben, c'est tout le Gabon qui en profite. Tu ne crois pas si bien dire, Gladys. Grâce à l'application du planning familial, la mortalité infanto-juvénile au Gabon a chuté à 65 pour 1000 en 2012 contre 91 pour 1000 en 2000. Le taux de mortalité maternelle a lui aussi baissé, avec 316 décès pour 100 000 femmes en 2012 contre 519 décès pour 100 000 femmes en 2000. Une baisse due à une des recommandations du planning familial, à savoir espacer de 2 à 3 ans les naissances, ce qui permet à la maman d'être en bonne santé au moment de sa nouvelle grossesse. Mais malgré les efforts de planification des naissances, il y a un problème qui subsiste. C'est celui des avortements clandestins, souvent barbares. Ces avortements clandestins sont vraiment horribles. Il faut absolument y mettre fin. Aujourd'hui, la loi interdit aux hôpitaux l'interruption de grossesse, sauf si la vie de la maman est en danger. Or, le nombre d'avortements clandestins semble être en augmentation. À la clinique Biogué, le professeur Akwe, gynécologue, connaît bien ce problème. Disons qu'on ne peut pas dire à partir de là que c'est parce que le nombre d'avortements est en augmentation, mais l'avortement étant prohibé, et donc il y avait des mesures coercitives qui faisaient que les personnes n'osaient même pas avouer, même quand ils venaient à l'hôpital. Hein? J'ai le souvenance d'une dame qui, au fait, on lui avait coupé son intestin parce qu'au cours d'un avortement, tout pendait dehors et cette dame n'a jamais avoué que c'était suite à un avortement provoqué. L'enquête nationale de santé 2012 montre qu'un quart des femmes ont eu recours à un avortement, le plus souvent clandestin, et la moitié du temps dans un établissement médical. Toute personne en blouse n'est pas un médecin. Or, parfois, c'est des manœuvres, c'est des infirmiers ou bien des gens qui travaillent avec des médecins à l'hôpital parce qu'ils voient faire, on pense que faire un curetage ou une aspiration, c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a des cliniques de quartier. C'est surtout dans ces conditions-là que les complications sont plus effroyables. D'autant plus que ces avortements clandestins peuvent engendrer de graves séquelles comme la perforation de l'utérus, l'hémorragie, voire la mort. On comprend que les femmes préfèrent le faire dans un milieu médicalisé. L'augmentation du nombre d'avortements clandestins, les risques encourus par les femmes, la position quelque peu délicate du système médical, tous ces problèmes montrent qu'il faudrait qu'on ouvre au plus vite le débat concernant la libéralisation de l'avortement. Oui, Kozas, surtout qu'avec la prolifération des pharmacies par terre, ça devient facile de se procurer des médicaments pour avorter clandestinement. Sauf que cela met en danger la santé, voire la vie. Alors, professeur, pouvez-vous regarder ces images et me dire ce que vous en pensez? Professeur, je suis au marché pour voir ce qu'on trouve comme médicament pour avorter. Regardez. Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez m'avoir des comprimés Cytotec? Oui, là il y a 4. Ça c'est quoi d'abord? C'est Cytotec. C'est vraiment efficace. Je vais attendre combien de temps comme ça pour que ça sorte? Ah, ça peut-être demain ou 24 heures, c'est bon. Donc il faut d'abord que je mange, je peux même prendre ça. Oui, tu manges comme d'habitude, tu prends un de toi avec ça, tu avales. Alors quand tu vas allonger maintenant, tu mets ça là. C'est moins cher en pharmacie ou bien c'est le même prix?
Tu ne peux même pas acheter ça là-bas. Ah, c'est ça le d'accord. problème. Donc vous êtes sûr, à chaque fois que des filles viennent ici, c'est ça là qui prennent les deux là. Oui. Et puis ça juste efficace. Oui. Pour toi, ça sera le même chose, ça va aller. Ok. Merci. Professeur, j'en ai même ces médicaments sur moi. Sur la posologie donnée par le vendeur, quels peuvent être les risques? Le méso ou bien le cytotec, et quand nous voulons provoquer un accouchement, un quart de comprimé nous suffit. Or, les gens vont avaler jusqu'à 4, 5, 8, 10 comprimés en disant que plus vous prenez, plus ça va faire effet. Mais les conséquences, ça, ils ne maîtrisent pas. En fonction de la dose prise, donc on va avoir beaucoup de contractions utérines. Le résultat, c'est que l'utérus peut se rompre. Et professeur, si l'avortement est répété, quelles peuvent être les conséquences? Et surtout s'il est incomplet. L'avortement provoqué, c'est mortel pour la mère. Ne pensez pas que tu es en grossesse, il suffit de prendre le cytotec pour que tout sorte. C'est faux. Dans plus de 90% des cas, la grossesse va s'interrompre, une partie va sortir, mais le reste du placenta ou des éléments qui vont rester vont provoquer un saignement qui, non contrôlé rapidement, peut entraîner la mort de la personne. Faut-il ouvrir le débat sur la libéralisation de l'avortement pour prescrire le cytotec et le misoprostol? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment mettre fin aux avortements mettant en danger la vie de la femme. Le mieux pour éviter tout cet enchaînement de problèmes, c'est encore d'utiliser le préservatif. Il protège des grossesses non désirées, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles comme le VIH. C'est quand même plus simple de prendre ces précautions, non? Tu as raison, Cosas. Mais qu'est-ce que tu calcules là, Gladys? Je suis en train de faire mes comptes. Comme j'ai 27 ans et que la planification familiale préconise d'avoir un enfant tous les 2 ans, je peux en avoir jusqu'à 6, Cosas. Finalement, j'ai tout mon temps. Avec le contraceptif qui me convient, je peux planifier mon avenir. Waouh! Mais je vois que tu suis les conseils de cette émission à la lettre. Et c'est très bien, Gladys. Quant à vous, chers amis, on se retrouve sur notre page Facebook, que vous n'oublierez pas de liker, j'espère. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Pas de grossesse avant 3 ans.